Bonjour tout le monde, bienvenue à Franchement les Tourneaux. On a pris cette habitude d'organiser des émissions spéciales pour traiter d'un certain nombre de sujets d'actualité qui concernent notamment la Rive-Sud, qui intéressent les citoyens et les citoyennes. On a parlé récemment de l'aéroport anciennement de Saint-Hubert. On a parlé évidemment de la culture. On a parlé de la crise du logement. Cette semaine, on parle de la situation de l'itinérance, des personnes en situation d'itinérance à Longueuil. Je pense que c'est une problématique, évidemment, qui n'est pas propre à Longueuil. C'est une problématique qui est propre à l'ensemble des villes au Québec. On l'a vu au cours des dernières années. Il y a une augmentation substantielle là, des personnes qui sont en situation d'itinérance. Et on veut faire la discussion d'abord, et je vais les présenter tout de suite avec nos invités. Catherine Fournier, qui est mairesse de Longueuil. Bonjour, Catherine. Bonjour, merci. Bien, ça fait plaisir de te recevoir. La Ville, tu vas nous en parler tantôt, là, a adopté un plan d'action de lutte à l'itinérance 2024-2026. Il y a bien des affaires là-dedans. Ça va être le fun de jaser de tout ça. Gilles Beauregard, qui est de la table de concertation en itinérance. Bonjour, Gilles. Bonjour, Jacques. Alors, Gilles, un vieux routier. Oui, ça fait un bout déjà, là. Oui, tout à fait. On a déjà eu la chance de se rencontrer, de jaser de ces questions-là. Tu vas nous expliquer tantôt qu'est-ce que la table fait comme travail. Et on a aussi Martin Tétrault, qui est du CIS de la Montérégie-Centre, qui est le directeur des programmes en santé mentale. Bonjour, Martin. Bonjour, Jacques. Merci d'avoir accepté de participer à cette émission. Alors, je vous explique que, cher public, mais je veux quand même pas oublier mon ami journaliste Gabriel Bayer. Bonjour. Qui est un petit nouveau FM 103.3. Il a fait des tentatives de Vox Pop sur le terrain. Ça n'a pas super marché. Il va vous nous expliquer un peu plus loin. Peut-être qu'il y avait un malaise quelque part avec les gens de parler de cette question-là. Mais il a parlé aussi avec des intervenants de terrain qui ont fait un bon travail. Puis tu as même rencontré aussi une personne en situation d'itinérance qui s'en est sortie. Oui, exactement. Gabriel Lavoie, on va pouvoir l'entendre un peu plus tard dans l'émission. Donc, on va en jaser dans la dernière partie de cette émission. Mais on a aussi des gens qui sont en hébergement, qui vont joindre à nous après la pause de midi, qui vont nous expliquer concrètement sur le terrain qu'est-ce qui se fait au niveau des services aux personnes en situation d'itinérance. Mais j'ai voulu quand même, pour le premier 30 minutes, peut-être prendre un peu la chose de façon plus politique, plus large. Et j'ai parlé avec le nouveau président de l'Union des municipalités du Québec, qui est aussi maire de Mascouche. Je fais pas d'erreur, oui. Et on est en revendication au niveau de l'UMQ, puis on continuera avec Catherine là, sur les responsabilités qui sont dévolues aux villes et les problématiques liées au logement, à la situation d'itinérance. Donc, on écoute Guillaume Tremblay, qui est le président. On reçoit franchement les tourneaux pour notre débat sur la crise de l'itinérance. Le nouveau président de l'Union des municipalités du Québec, Guillaume Tremblay, bonjour. Bonjour, M. Letourneau. Suite à votre élection à l'UMQ, d'abord, félicitations. Et deuxièmement, vous avez interpellé directement le premier ministre du Québec de façon assez importante en rappelant que les villes au Québec ont de plus en plus de responsabilités en lien avec des problématiques sociales, notamment celle de la crise du logement et celle de l'itinérance qui est étendue à peu près partout à travers le Québec. Qu'est-ce que vous demandez concrètement au gouvernement de M. Legault? Bien, simplement, ce qu'on demande, plus que concrètement au gouvernement Legault, c'est avec les années, la réalité financière des municipalités qui a toujours été en lien avec la taxation municipale. Il faut savoir qu'il y a 100 ans, c'était correct, ça répondait aux besoins pour les égouts, pour l'eau, pour les camions de pompiers, pour réparer des nids de poules. Mais aujourd'hui, en 2025, notre réalité avec toutes nos nouvelles responsabilités qu'on a, réalité au niveau du logement, mais aussi en itinérance. Donc, les villes, on n'a plus le moyen de faire face à cette réalité-là, à même nos budgets municipaux. Donc, ce qu'on demande, c'est de revoir un peu la fiscalité parce que l'itinérance au Québec, ça commence à nous rentrer dedans solidement et il faut vraiment le prendre de plein fouet. C'est pas une responsabilité qui, à la base, était municipale. On est bien prêt à faire notre part, les villes, mais il va falloir que le gouvernement du Québec soit présent et réponde à l'appel. Mais les villes, parce qu'évidemment, il y a des responsabilités ministérielles au niveau de la santé, des services sociaux, la santé mentale, on n'abordera pas cette question, mais concrètement, si on demande une augmentation d'un point de fiscalité pour permettre aux villes d'agir concrètement sur l'itinérance, qu'est-ce que les villes vont faire pour agir sur l'itinérance? On est prêt à mettre de l'avant des façons de travailler, des façons de faire, mais il va falloir que le financement
soient présents pour répondre. Puis présentement, c'est un peu ça la problématique. Chaque ville le prend à bras-le-corps pour essayer d'arriver. Je regarde ma collègue de Granby, je regarde ma collègue de Longueuil, je regarde, oui, ça a lieu aussi à Montréal, mais c'est plus seulement un enjeu montréalais. C'est vraiment sorti à l'extérieur là, de la grande ville de Montréal. Même moi, à Mascouche, là, de plus en plus, on commence à en avoir aussi. C'est une réalité qu'on n'est pas habitué de gérer. Où on va avoir besoin du soutien, d'accompagnement, je dirais, là, avec les spécialistes. Ça, je pense que le ministère de la Santé disait que les services sociaux peuvent être là pour nous accompagner. Oui. Mais c'est vraiment sur le financement. Là, je veux dire, ça a des coûts énormes. Oui. Il va falloir que le gouvernement soit là. On est prêt à jouer notre rôle, mais aidez-nous. Vous avez une réponse de M. Legault? Pas encore? Elle est timide, là, je suis obligé de le dire ainsi. Clairement, le financement n'est pas là. C'est pour ça qu'on demande d'avoir une vaste réflexion sur la fiscalité municipale, qu'on a mandaté Mme Jérôme Forget, M. Nicolas Marceau à nous accompagner pour justement voir toutes ces nouvelles responsabilités qu'on a, puis savoir qu'est-ce que ça peut représenter, puis mettre de l'avant des propositions lors de la prochaine campagne électorale provinciale. Là. On va être à jour, notre étude va être terminée, puis chaque parti va pouvoir prendre position dans ce débat de société qui est vraiment important. Guillaume Tremblay, maire de Mascouche, aussi nouveau président de l'Union des municipalités du Québec. Je vous remercie infiniment de nous avoir accordé cette courte entrevue. Bien, merci à vous. Bonne fin de journée. Plaisir. Catherine Fournier, quand on entend l'entrevue que j'ai faite un peu plus tôt ce matin avec Guillaume Tremblay, bon, j'imagine que vous avez participé aux discussions à l'UMQ sur les demandes. D'ailleurs, il réfère même au travail qu'on fait du côté de Longueuil. Peut-être un petit bout sur les revendications des villes par rapport aux nouvelles responsabilités. Il va sans dire que je souscris totalement aux propos de mon collègue, de mon homologue, maire de Mascouche, Guillaume Tremblay, nouvellement président de l'Union des municipalités du Québec. Ça fait déjà plusieurs années là, que les villes se mobilisent, je dirais pas seulement pour revendiquer, mais pour sensibiliser le gouvernement à la réalité du terrain. Parce que, bon, c'est vrai, il y a des budgets en santé, mais on voit que les besoins dépassent largement ce qui a été accordé ces dernières années. Puis quand on creuse un peu là, le phénomène de l'itinérance qui est de plus en plus visible, hein, parce que l'itinérance a toujours existé à Longueuil sous plusieurs formes, surtout une forme généralement invisible. Hein, la TIRS, la table d'itinérance Rive-Sud, je veux dire, existe depuis 20 ans, alors qu'au final, ça fait peut-être 2, 3, 4 ans que les gens commencent à être davantage conscients. Là, hors du métro, là, je vais parler c'est dans les parcs, avec les campements. Ça, je pense que c'est des images qui sont très fortes pour les citoyennes et les citoyens, puis qui frappent beaucoup. Mais donc, quand on creuse là, sur cette dynamique-là, oui, il y a la question du logement. Il y a à peu près 15% des personnes, des citoyens en situation d'itinérance en Montérégie qui nomment la question du prix des logements comme étant à la source de leur situation d'itinérance. Mais les causes les plus importantes, c'est les enjeux de santé mentale, la toxicomanie. Les deux causes mises ensemble, on est à plus de 50%. Donc, on est à un carrefour de crise au Québec présentement. La crise du logement, la crise des vulnérabilités, donc la crise des opioïdes, notamment, là, qui a fait des ravages aussi dans l'Ouest canadien, mais qui en fait également chez nous. Puis l'itinérance cachée, il continue d'en avoir. En plus l'augmentation de l'itinérance visible, le nombre de gens qui dorment dans leur voiture à Longueuil, en tout cas, on peut l'observer là, selon les données ou les échos qu'on reçoit de nos services, que ce soit les équipes de services sociaux avec lesquelles on collabore, les équipes du CIS, les équipes de Martin, mais aussi nos policiers terrains, les policiers réseau qui font un travail formidable auprès des personnes en situation d'itinérance. Mais c'est vrai que ça pose, je veux dire, un enjeu financier important sur les villes, parce que, tu vois, nous, on consacre justement des ressources policières, donc des ressources en sécurité publique à la question. À Longueuil aussi, il y a quelques années, il n'y avait pas d'employés qui travaillaient sur l'itinérance au sein de l'administration municipale. Maintenant, c'est 2-3 personnes quand même. On a quelqu'un qui est vraiment à temps plein, Héloïse, pour pas la nommer, là, qui est une perle vraiment auprès du milieu. Puis avec l'impact que ça peut avoir sa fréquentation des bibliothèques, des lieux publics. Ah oui, ça, c'est à part de tous les enjeux, effectivement, de cohabitation. Là, les bibliothèques, on pourra en reparler, mais tous les lieux publics, l'Université de Sherbrooke, je veux dire, c'est heureusement qu'ils collaborent très bien. Puis Longueuil a initié un comité des grands propriétaires dans le secteur du métro pour faire de la concertation. Longueuil initie aussi ces espèces de réunions de vigie hebdomadaires avec l'ensemble des acteurs du milieu de l'itinérance sur notre territoire. Donc, une fois par semaine, il y a cette petite rencontre, je pense à 30 minutes. Oui. Tout le monde se partage
leur réalité de la semaine, puis est-ce qu'il y a des enjeux qui doivent nécessiter notre attention particulière, est-ce qu'il y a des nouveautés. Bref, mais ça, c'est la coordination de la ville, mais la ville est bien placée pour le faire aussi, puis c'est ce que disait Guillaume. Non seulement on doit faire face à ça parce que c'est dans notre cours, nous, on est sur le terrain, mais aussi, je pense que les villes sont bien placées pour faire cette médiation-là en différents acteurs. Et jouer un rôle de concertation. Exactement. D'ailleurs, c'est ce rôle-là dont on s'est formellement doté dans le cadre de notre plan d'action en itinérance. On va l'aborder, ça. Puis même chose pour notre cadre de référence qui est un peu les grands principes là, qui nous guident dans nos actions pour l'itinérance. On va revenir sur votre plan d'action qui a été adopté pour 2024-2026. Je vais entendre nos autres amis. Gilles Beauregard, coordonnateur du regroupement multisectoriel. Quand on parle du travail fait, Catherine mentionnait que ça fait 20-25 ans que la table existe. C'est pas nouveau, l'itinérance, mais en même temps, qu'est-ce qu'il y a de nouveau quand on aborde la question des personnes en situation d'itinérance? Je voudrais quand même te ramener, là, du côté de Longueuil, ça s'appelle la table itinérance Rive-Sud. OK. Puis ça regroupe environ 35 organisations différentes, dont la Ville de Longueuil, la gang des 6, puis les groupes communautaires. Au niveau de Longueuil, je dirais, moi, je suis arrivé il y a 6 ans du côté de Longueuil, je venais du centre-ville de Montréal, puis je suis impressionné de voir la mobilisation de tout le monde par rapport à cette problématique-là. Tu as bien soulevé les différentes problématiques, là, je ne veux pas trop revenir là-dessus, puis la situation où au niveau de l'itinérance visible, ça a beaucoup augmenté le nombre de personnes qui se retrouvent en itinérance visible du côté de Longueuil, qui cause des gros soucis de cohabitation. Mais le travail en multisectoriel qu'on a à Longueuil est assez unique. Quand tu regardes dans différentes places au Québec, parce que l'itinérance, on est rendu il y en a partout. Mm-hmm. Mais du côté de Longueuil, on a une capacité de tout mettre le monde autour de la table multisectorielle. Fait que la solution, elle passe pas par rien que les groupes communautaires, elle passe par les services de police puis ses équipes réseau, la ville avec Héloïse, puis ton équipe. Tu disais qu'il n'y avait personne qui travaillait en 2017 avant ton arrivée. Effectivement, l'intervention était timide avant les anciennes administrations. Puis quand, l'administration Fournier est arrivée, on a vu un changement de cap, même s'il n'y avait pas d'itinérance, il y a une grosse sensibilité à travers toute son équipe. Puis ça, on le voit encore, là, que les gens sont très sensibles. Puis il y a des budgets qui ont été mis de ce côté-là. Mm-hmm. Puis le travail aussi du côté des 6 aussi, ils ont des personnes extraordinaires qui travaillent de ce côté-là. Fait que nous autres, en travaillant ensemble, c'est là qu'on fait des petits miracles. Parce que la problématique de l'itinérance est une problématique complexe. Qui est multiple. Quand on parle de multisectoriel, là, c'est parce qu'il n'y a pas qu'une cause avec un seul profil. Là. Qui nécessite aussi des interventions compliquées. Ceux qui arrivent avec des recettes magiques, là, moi, je m'excuse, mais quand je regarde en entrevue et qu'il arrive ça va se résoudre comme ça. Non, c'est pas un débat théorique. Là. Non. Puis il faut connaître les causes, il faut essayer de comprendre. Puis ça bouge beaucoup, hein? Avant, on avait de la prostitution de rue. Là, on a moins de prostitution de rue. On a d'autres choses. Moi, je suis arrivé il y a plus que 30 ans, puis on a vu vraiment le phénomène évoluer, puis évoluer rapidement. Puis, c'est multiproblématique. Fait qu'il n'intervient pas de la même manière avec des jeunes, avec des personnes âgées, avec des autochtones, avec des femmes, des jeunes femmes. Il faut avoir des approches qui sont complètement différentes. Puis, au cours des dernières années, pendant la COVID, le financement a quand même augmenté considérablement, même si on en souhaite encore de l'argent parce que les problèmes sont gigantesques. Il faut qu'on puisse faire en sorte qu'on ait des approches globales qui fait qu'on a de l'hébergement, on a du travail de rue, on a des mobiles, on fait travailler notre monde, on met notre monde en réinsertion. Tu sais, pendant un bout, on avait pas tant de campements. Là, on est rendu, des fois, des campements, on a une trentaine, puis on est rien qu'au mois d'avril. Habituellement, ça continue d'augmenter. Là. L'année passée, on a monté jusqu'à 70 à peu près. Oui. 70. Ouais. 70. Fait que là, on est en début
au mois de mai. Fait qu'on s'attend que ça monte à 70, mais c'est l'approche globale qui est vraiment, puis la participation de tout le monde, puis pas essayer de se renvoyer la balle aussi, de dire, ben c'est la ville qu'il faut qu'il contribue, c'est les groupes communautaires, c'est ci, c'est ça. Je pense qu'il faut travailler ensemble, puis on y arrive bien, même si des fois ça brasse un peu. Donc, une approche multisectorielle, parce qu'évidemment, on ne peut pas fonctionner de façon monolithique, là. On comprend bien qu'on a besoin de faire travailler tous les acteurs ensemble. Avec le représentant de l'UMQ, je parlais des responsabilités qui sont quand même dévolues au ministère de la Santé et des Services sociaux. Bon, on ne fera pas l'état de la situation dans le réseau de la santé, des services sociaux, n'est-ce pas, des réformes, des compressions budgétaires, tout ça, mais il en demeure pas moins qu'il y a des gens qui sont bel et bien sur le terrain à travailler. Et comme je le disais un peu plus tôt, le directeur du programme de santé mentale, Martin Tétrault, est avec nous. Concrètement, au niveau du CIS de la Montérégie, quel genre de travail se fait par rapport à la situation de l'itinérance à Longueuil? On a quelques volets. En fait, je sais que c'est pas à la mode, mais un peu comme a dit Catherine et Gilles, on est dans la construction davantage des ponts que de faire des murs. Alors, on a des équipes de proximité qui vont se déplacer dans le coin du métro Longueuil. On a des équipes de proximité qui sont dans des lieux qui sont déjà identifiés par nos partenaires. Là. Je sais que Macadam va être là tantôt, les travailleurs de rue. Fait qu'il y a tout un continuum avec lesquels... Puis j'essaie d'éviter des mots comme continuum, trajectoire. Là. Je dirais que dans la vraie vie, on se déplace sur le terrain puis on va là où est le besoin. Le réseau de la santé a longtemps été perçu comme hermétique par rapport à tout ce qui était itinérance. Même mon titre d'emploi, moi, a changé. Ils ont rejeté itinérance. Tu l'as lu tantôt. Oui, bien sûr. Ça parle de comment c'est devenu important. Puis même si ça fait longtemps que l'itinérance existe, depuis... Je pense que la pandémie, je ne sais pas si Gilles, tu penses la même chose, Catherine. Mais oui, ça a exacerbé. Ben, en fait... Quelqu'un m'avait dit à un moment donné, il dit l'itinérance, pendant des années, on s'en est pas occupé. Puis quand la pandémie est arrivée, je dis tout le monde s'est garoché dans le paquet. Puis là, il y avait un besoin de coordination. Que la ville joue un rôle de coordination, que le CIS joue un rôle de coordination. Parce qu'il y a des équipes de proximité qui sont sur le terrain. Ça veut dire des infirmières, ça veut dire des psychiatres, ça veut dire des médecins. Parce qu'on a parlé des 2 premières problématiques en lien avec santé mentale, dépendance, problématique de surdose. En même temps, il y a tout le travail de concertation qu'on doit faire. Nous, en Montérégie-Centre, on est aussi le mandataire directement auprès du ministre Carman quand vient le temps de faire des représentations pour Longueuil. Moi, j'étais 1 an à Montréal, puis si on s'était fié à notre histoire, on avait l'impression que l'itinérance était un problème montréalais, un problème ou de Québec, alors que la décentralisation de l'itinérance, elle a lieu, puis là, ça veut dire à ce moment-là être capable d'équiper, outiller les villes, les partenaires de la communauté, les CIS, parce que les CIS non plus, ça n'existait pas tant, l'itinérance. On a santé mentale, dépendance, si je regarde les secteurs que je trouve, c'était vraiment ça qui était la majeure. Donc, ça veut dire que les CLSC, on demande aux intervenants de sortir, d'aller dans la rue. Puis les gens ont envie. Ils veulent aller là où ça fait mal, là où il y a de la souffrance, pour être capable d'essayer de trouver des solutions avec les partenaires de la communauté. Fait que, comme a dit Gilles, en guillemets, la beauté, parce qu'on n'est pas là-dedans ce matin, la beauté de ça, c'est qu'on a une obligation. Puis je pense que tu l'as vu au début quand on a vu Macadam, la halte du coin. On a vu Sophie aussi de la maison chez Lise. Oui, qu'on va recevoir après le téléjournal. Il y a vraiment, puis l'équipe d'Éloïse, de Catherine, en fait, on travaille vraiment avec la TIRS, avec Gilles et son équipe. Il n'y a pas beaucoup de... En fait, chaque joueur vaut ce qu'il vaut. Donc, il n'y a pas de hiérarchie. On n'est plus beaucoup dans ça, c'est à toi, ça devrait être toi, ça, c'est les villes, ça, c'est le réseau de la santé, ça, c'est le communautaire. Il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de solution unique, il n'y a pas une seule réponse à une problématique qui est aussi complexe. Mais comme on disait, plutôt comme Gilles le mentionnait, je pense que le modèle de Longueuil est particulier, là, dans le bon sens, parce qu'il y a vraiment cette solidarité-là, il n'y a pas d'ego mal placé, tout le monde est là pour travailler. C'est ce qui fait du bien. Puis je pense qu'il y a beaucoup de villes même qui peuvent s'inspirer du modèle longueuillois. Le plan d'action de lutte à l'itinérance 2024-2026 avec un cadre de référence, moi, je l'ai lu avec beaucoup d'intérêt parce qu'évidemment, on en discute aujourd'hui. Puis c'est un sujet qui me tient à cœur parce que j'ai déjà notamment travaillé dans le secteur de la santé mentale. Moi, je proviens de l'hôpital Charlemagne. Donc, on pourrait en jaser longuement là, de tout le travail qui se fait depuis 30 ans sur la question de la problématique santé mentale. Mais ce plan-là, il a été bâti avec les partenaires du milieu, mais concrètement, qu'est-ce que le plan met de l'avant en termes de moyens, en termes d'outils pour être capable justement de répondre aux problématiques diverses? Il y en a beaucoup parce que, vous l'avez bien nommé, c'est très complexe, le phénomène de l'itinérance. La Ville veut répondre présente, la Ville veut prendre ses responsabilités, même si tout le monde s'entend pour dire qu'à la base, l'itinérance n'est pas une responsabilité municipale. J'ajouterais quand même peut-être un petit bémol là-dessus parce que chez nous, en tout cas à Longueuil, dans l'agglomération,
notre charte prévoit qu'on s'occupe de l'aide aux personnes en situation d'itinérance. Fait qu'il y a quand même une responsabilité qui est nommée. Là, au niveau de l'ADLO. Oui, exactement. Pas nécessairement les moyens financiers associés, ça, c'est une autre histoire. Mais donc, on croit qu'on doit prendre cet espace de leadership, de rôle de médiateur, de coordonnateur, d'ambassadrice. Donc, la Ville, dans son cadre de référence, définit plusieurs rôles qu'elle peut jouer auprès des groupes communautaires, mais aussi dans la réflexion sur la recherche de solutions. Tantôt, on va parler avec Sophie de Maison chez Lise. Mais vous voyez, un des exemples, c'est une recherche-action que mène la Ville en partenariat avec des institutions académiques pour venir vraiment documenter le phénomène des maisons de chambre, qui va nous permettre par la suite d'adapter notre réglementation. D'ailleurs, nos nouveaux règlements d'urbanisme qui vont entrer en vigueur au mois de juillet va autoriser l'usage maison de chambre. Vous savez que c'est pas légal, entre guillemets, à l'heure actuelle. Donc, on va venir encadrer tout ça. Donc, on se donne des moyens à la portée d'une ville. Là. Qu'est-ce qu'on peut faire en termes de règlements municipaux? Je pense pour être capable de développer des ressources. Exact. On a appuyé les différentes initiatives. Là, la création de la halte du coin dans le contexte de la pandémie, à l'époque, a été menée, entre autres, par l'ensemble des acteurs, mais la Ville a pris une place importante. L'an dernier, quand il est venu le temps de déménager la ressource, on a travaillé avec le CIS, on a travaillé avec les partenaires. Ça a été délicat, mais cette collaboration-là fut précieuse. Puis la Ville a contribué de façon significative là, en rendant disponible un immeuble municipal pour loger le refuge de la halte du coin. Comme je disais, on investit des ressources, notamment policières. On a la brigade de cohabitation sociale aussi à laquelle on contribue. Donc, on s'assure là, d'avoir une coordination efficiente des ressources sur notre territoire, développer des places. On agit beaucoup pour le logement social et à but non lucratif aussi. Juste ça, pour cette année, c'est une enveloppe quand même qui avoisine 10 millions de dollars, en plus d'à peu près 1 million de dollars pour la mise en œuvre du plan d'action en itinérance. Donc, c'est quand même des moyens là, considérables qu'on déploie, mais qu'on trouve absolument nécessaire. Puis on essaie d'agir quand même dans les champs de responsabilité qui sont les nôtres, tout en interpellant aussi les autres paliers de gouvernement qui sont concernés par la question. Il nous reste peut-être 5 minutes avant déjà de passer à la première pause. Quand on parle des personnes en situation d'itinérance, bon, vous en parlez dans le plan, mais peut-être entendre aussi Gilles puis entendre le CIS de la Montérégie. De qui on parle? On parle de combien de gens? Il y a combien de personnes en situation d'itinérance à Longueuil? Martin, les chiffres, hein? En fait, les chiffres, puis Catherine l'a nommé, l'itinérance cachée, mais dernier exercice d'énumération, en fait, quand ils font du dénombrement, ils vont dans la rue. Puis tu vas me distinguer ça, là, caché, non caché, là. Ouais. Ben oui, en fait, on parle de 350. On sait que c'est sous-évalué. C'est un chiffre qui est sorti en 2024. On vient de faire un exercice. Fait à mon avis, il va doubler ce chiffre-là. Il avait déjà doublé entre 2022 et 2024. Ouais. Fait qu'on voit qu'on est... Puis là, on va avoir les données pour Longueuil spécifiquement. Parce que la dernière fois, 350, ça a été fait pour ça avait été fait pour la Montérégie en général. Donc, ils ont été capables d'extraire les données. Mais là, je pense qu'il va vraiment avoir une colonne Longueuil. On a vraiment Longueuil. On a une fiche spécifique. Ça, c'est une chose qu'on a travaillé ensemble pour faire du lobbying, pour avoir des chiffres pour Longueuil, parce qu'on avait des chiffres pour la Montérégie. Oui, mais c'est grand la Montérégie. Puis, je veux dire, il y a des enjeux aussi à Saint-Jean-sur-Richelieu. Fait que, c'était un peu... Bien sûr. On sait que c'est chez nous que la situation est plus criante, mais ça demeure que c'est dur d'avoir des actions puis de savoir si nos actions ont des résultats, si on n'est pas capable d'avoir des données. Donc, ça, c'était... C'est quoi la différence quand on dit qu'il y a une itinérance cachée puis il y en a une qui ne l'est pas? De quoi on parle au juste? Je m'essaye, je compléterai. Oui. Parfait. En fait, tout ce qui est itinérance visible, c'est, par exemple, dans les refuges, les ressources qu'on va recevoir tantôt, c'est des clientèles qu'on est capable de rencontrer. C'est des personnes qu'on est capable de rencontrer. Puis à ce moment-là, tu vas être capable de les comptabiliser. Ils sont identifiés. On les voit, ils sont sur les coins de rue, on les croise tous les jours. Itinérance cachée, c'est des gens qui, par exemple, vont faire du couchsurfing. En français, ceux qui dorment dans la voiture, là, comme Catherine l'a mentionné. C'est des amis. Mon fils en a fait du couchsurfing pendant 5 ans. Ouais. Ah oui? Oui. Il vivote. Dans le sous-sol de quelqu'un. Il papillonne d'une place à l'autre. Souvent, de saison en saison, ça peut varier. Hein. Quelqu'un peut habiter en campement l'été, donc l'itinérance visible, mais l'hiver, finalement, quelqu'un qui l'héberge, ça devient de l'itinérance cachée. Il y a eu des enjeux avec le métro récemment, on l'a vu dans l'actualité. Y a-t-il un phénomène, toi, je sais que tu as été longtemps à Montréal, puis on en a déjà parlé. Y a-t-il un phénomème de migration de Montréal vers la Rive-Sud? En tout cas, on l'a vu dans notre halte répit. On a un halte répit du côté de Longueuil de décembre à avril, puis on a vu une
grosse augmentation du nombre de personnes dans la halte répit. On dépassait la limite. Au lieu d'avoir 15 personnes, on était à 25 puis 28 personnes. C'est sûr que quand ils prennent des politiques du côté de Montréal, et ça a de l'impact du côté de Longueuil. Puis bon, on essaie de sensibiliser aussi les gens de Montréal là-dessus. Tu as essayé, toi, il nous reste 2 minutes, là, Ouais. Gabriel. Tu as essayé, toi, de faire un vox pop. Tu es allé voir des citoyens, des commerçants. Ouais. Comment ça a réagi? Ben, tu sais, je me suis promené sur plusieurs rues puis plusieurs grandes artères à Longueuil, comme Curé-Poirier, le chemin Chambly, Saint-Charles, ici, où est-ce qu'on en voit dans les rues quand on se promène. Puis en me promenant puis en parlant aux gens, j'ai essayé d'interpeller à peu près plus d'une 50aine de personnes, autant au métro, Place Longueuil aussi. Puis les gens sont mal à l'aise à parler de ce sujet-là, visiblement. Je commençais à leur parler, puis dès que l'itinérance était nommée, ça se désistait, puis on voyait un vrai malaise dans la population. Pourquoi, je pourrais pas le dire, mais visiblement, c'est quelque chose qui dérange peut-être la population de Longueuil. C'est inconfortable. Mais c'est délicat aussi, puis peut-être que les gens, tu sais, on veulent pas mal s'exprimer, ou tu sais, moi, ce que je sens sur le terrain, pour être proche quand même des citoyennes, des citoyens, c'est que les gens veulent aider, mais il y a un sentiment d'insécurité aussi qui est légitime. Je pense qu'on doit considérer aussi. Oui, tout à fait. Non, puis c'est jamais simple de l'aborder dans sa globalité, mais j'ai trouvé ça quand même fascinant parce que je m'attendais quand même, notamment du côté des commerçants, à ce que ça réagisse un peu plus. Les commerçants, je me suis pas adhéré. T'as pas été là? J'ai pas été de ce côté-là, malheureusement. T'as pas été au McDonald's ici à côté, là? Parce non, que mais ça serait probablement intéressant de voir le côté. Moi, je fais de la station à Place Longueuil parce que j'habite juste à côté, puis mettons que c'est une réalité avec laquelle on doit composer. Alors, bonjour, on est de retour à cette émission spéciale sur la lutte à l'itinérance. Alors, déjà avec nous en studio, on a commencé à 11h30. Catherine Fournier, mairesse de Longueuil. Gilles Beauregard, qui est coordonnateur de la table de concertation Rive-Sud. Table itinérance. Table itinérance Rive-Sud. Ben oui, mais qui fait du travail multisectoriel quand même. Exact, avec mes chers collègues. Ben oui, bien sûr. Et Martin Tétrault, qui est du CIS de la Montérégie, qui est directeur responsable de la santé mentale. Alors, dans la première partie de l'émission, on a abordé la question de l'itinérance de façon un peu plus large, notamment en fonction du plan de lutte qui a été déposé par la Ville 2024-2026. Là, on a commencé à s'intéresser à qui est en situation d'itinérance à Longueuil et quels sont les services. Et là, on a 3 personnes qui se joignent à nous. D'abord, il y a Pierre Brousseau, qui est directeur général d'hébergement d'urgence. Bonjour, Pierre. Bonjour, Rousseau. Rousseau, oui. Oui. Ah oui, tout à fait. Oui, Rousseau. Oui. Ah oui, Rousseau. Ah oui. Ah oui, c'est ça. C'était le nom de mon père. On est à même place. Isabelle Lindsay, qui est directrice hébergement jeunesse. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de participer à l'émission. Avec plaisir. Et on a aussi Sophie Noreau, qui est représentante des chambres d'hébergement chez Lise. Oui, absolument. Qui est une institution quand même qui est à Longueuil depuis fort longtemps. Je disais dans la première partie de l'émission que moi, j'ai travaillé en santé mentale à l'hôpital Charlemagne jadis et on faisait déjà affaire avec chez Lise. Donc, avec vous 3, on va aborder la question des ressources. Puis je commencerai, avec vous. Qu'est-ce que chez Lise apporte comme service à la communauté quand on parle de santé mentale et d'itinérance? La maison chez Lise, je vous dirais que je crois vient combler un certain besoin qui est actuellement non répondu, mais vraiment par manque de ressources. Là, je pense que c'est pas un manque de volonté. Fait que la maison chez Lise, on offre de l'hébergement à court terme, moyen terme. Puis dans le fond, on accepte pas mal tout ce que les autres propriétaires peuvent ne pas accepter, c'est-à-dire la consommation. Mes locataires peuvent fumer dans leur chambre. C'est des règlements qui sont très, très souples, ce qui nous permettent d'avoir une clientèle dite plus marginale, qui actuellement, fit plus ou moins là, dans le cadre. Fait qu'on a 130 locataires. C'est tous des gens un peu colorés, mais c'est pas tous des cas très complexes, mais on a aussi une clientèle, c'est ça, on a une clientèle peut-être plus marginalisée que dans les autres. Puis dans le fond, ce qui nous différencie, je pense, c'est la facilité d'accès. Fait que moi, on m'appelle sur mon téléphone. Si j'ai de la place, écoute, je t'attends avec tes valises, je te donne tes clés. Fait que il n'y a pas de... C'est très accessible quand les gens sont en
en situation de crise, moi, c'est sûr qu'il n'y a personne qui m'appelle quand ça va bien. Là. OK. Donc, en fait, si on comprend bien, il y a des gens qui peuvent provenir de l'hôpital, aller chez vous, mais il y a des gens aussi qui viennent de la communauté carrément et puis qui vous appellent. Là. Oui, oui, tout à fait. Moi, il y a des gens ce matin encore, je suis arrivée, il y a des gens qui m'attendaient, qui voulaient savoir si on avait de la dispo. On m'appelle sur mon téléphone personnel. C'est sûr que je travaille beaucoup aussi avec les équipes extraordinaires, là, si je peux me permettre, là, de proximité, du SRA, là, les équipes de Martin, là, du réseau public. Là, on a une collaboration. Fait que dans le fond, eux sont sur le terrain, dans les campements, on me les réfère. Puis là, dans le fond, le succès aussi de cette collaboration-là, c'est que ça vient avec de l'accompagnement psychosocial qui, selon moi, est vraiment, dans le fond, la clé de la réinsertion, là, d'offrir un toit. C'est pas seulement ce qu'on doit avoir pour les... Ils doivent être accompagnés là, pour une courte période. Là, fait que, Il y a combien de personnes en ce moment chez Lise? En ce moment, on est à 132. On est à pleine capacité tout le temps. On a à peu près, je vous dirais, une trentaine d'appels par jour pour des locations de chambres. Pierre Rousseau, directeur général hébergement d'urgence. Pierre, qu'est-ce que Halte du Coin? Qu'est-ce que l'hébergement? Oui. Bien, d'abord, c'est vrai, juste renchérir sur le travail de chez Lise, où il y a des gens là, qui ne peuvent pas entrer à la halte, qui vont aller chez Lise. Puis aussi, il y a un effet de stabilisation chez Lise qu'on ne peut pas toujours procurer. Nous, c'est un refuge d'urgence, 40 lits, souvent 60 demandes quotidiennes. Au fur et à mesure qu'il y a une pression de gens qui arrivent, les gens peuvent y rester un certain temps, mais ils doivent déjà se mettre en action pour trouver un autre endroit dans le continuum, parce qu'on ne travaille pas seul. Gilles le disait, à Longueuil, il y a l'abri de la Rive-Sud, il y a Casa, tout ça, c'est un continuum. C'est sûr que là, ça refoule. On est content aussi, dans les 40 lits, on a toujours aussi 10 lits qui permettent de stabiliser un petit peu les gens, qui fait un effet de pont pour les amener quelquefois, parce que si on y va juste mathématiquement, les gens, ils restent un bout de temps, puis là, ben, c'est à leur tour de sortir. Mais quand on ne veut pas qu'ils manquent de rendez-vous, donc s'il y a un entrée en thérapie ou dans une autre maison d'hébergement, on les reconduit. On appelle ça chez nous le HOP, c'est le nom qu'on a donné. Là où on a 9-10 personnes qui ne peuvent pas trop rester longtemps. Un refuge, c'est un endroit pour se réfugier, donc on ne peut pas y rester longtemps. Il y a des belles choses qui arrivent avec le concours du 6S, du 6 Centre, à Martin du 6 Centre, avec la médecine de proximité. Donc, on va pouvoir offrir un médecin de famille quelques heures, une journée au moins. Il va y avoir ça à l'abri aussi. Et à l'initiative du 6S aussi, des possibles consultations avec un psychiatre aussi. Il y aurait quelques lits là dans le haut qu'on pourrait garder. Alors, service de navette aussi, on offre le déjeuner, on offre le souper, maintenant souvent le dîner. Et l'accompagnement pour les gens, là, c'est un endroit au seuil. Hein? Alors, les gens, on les prend dans l'état dans lequel ils sont, mais ils doivent gérer leur comportement parce qu'on doit offrir un milieu sécuritaire. On y arrive. Les intervenants travaillent très fort, sont fidèles, ils nous suivent. Plusieurs sont encore de l'ancienne halte qui nous ont suivis à la nouvelle halte, où ça va beaucoup mieux, où on a un endroit digne et sécuritaire. Quand tu dis, évidemment, hébergement d'urgence, les gens ne peuvent pas s'installer chez vous pour y rester pendant des semaines et des semaines, mais ça peut aller jusqu'à combien de temps? Bien, ça va au flot ça va avec le flux. Si on a beaucoup de gens qui arrivent, bien, les gens, là, normalement, ils pouvaient rester jusqu'à 3 semaines. Mais là, on m'informe qu'on est vers le 2 semaines, un peu plus, parce qu'il y a trop de gens qui arrivent. Puis on donne priorité aux nouveaux. Fait que les nouveaux joueurs sont là. Les nouvelles personnes qui ont besoin arrivent, puis naturellement, tristement, ça pousse d'autres personnes à la rue. Mais il y a de la porte tournante, là. Exact. J'imagine. Exact. Il y a toutes sortes de gens. Oui. Pas juste des gens chronicité, il y a des gens des rénovictés, il y a des personnes âgées, il y a des gens qui ont des problèmes de déficience intellectuelle, il y a des gens issus de l'immigration, il y a toutes sortes de personnes. Oui, tout à fait. Isabelle Lindsay, directrice d'hébergement jeunesse. Donc, on s'adresse aux jeunes en hébergement, un peu sur le même modèle que la halte? Ou... Non, nous, on va aller un peu plus à moyen terme. En fait, l'Entretemps est une des 32 auberges du cœur à travers le Québec. On propose un modèle qui est plus au niveau... une maison. C'est une grande maison, ni plus ni moins, où il y a 14 places pour des jeunes garçons et filles en difficulté, sans abri. On va essayer de travailler sur les filets sociaux qui sont encore autour d'eux. La famille, quand c'est possible, d'essayer de travailler sur un retour à la famille, on va le faire. Par contre, souvent, c'est des ponts qui sont brûlés où le jeune est déjà issu d'un placement avec la DPJ depuis longtemps. Les ponts sont brûlés. Donc, on va essayer là, de recréer quelque chose
autour de lui, qui est, on le disait tantôt, au-delà d'un toit, d'un couvert, aider à refaire des cartes d'identité, aider à refaire un compte de banque, faire une demande d'aide sociale quand c'est nécessaire. On va supporter le jeune, au fond, dans où est-ce qu'il est en ce moment et vers où il veut aller. Que ce soit un retour à l'école, un retour à l'emploi. On travaille beaucoup en partenariat avec le Carrefour Jeunesse Emploi, avec l'équipe PEP, qui est premier épisode psychotique pour les problèmes de santé mentale. On couvre vraiment large. Au niveau de l'immigration, même chose. Nous aussi, on rencontre des réalités bien différentes de celles qu'on rencontrait avant. Mais dans tous les cas, on va offrir aux jeunes le temps de se déposer chez nous puis de pouvoir justement travailler sur l'autonomie, sur un retour à l'estime de soi, à se considérer comme un citoyen qui a un avenir puis qui peut faire partie de la communauté là, dans le futur. Quand tu parles de jeunes, là, tu parles de quel âge? Là? De 16 à 21 ans. Quand même. Ils peuvent rester chez nous jusqu'à 6 mois. Mais en même temps, on a beaucoup de jeunes qu'on connaît assez tôt dans leur vie puis qui font plus qu'un séjour à l'entretemps. Il n'y a pas de nombre de limite au nombre de séjours qu'un jeune peut faire. Tant que c'est pertinent, on va les accueillir. Du côté du CIS de la Montérégie, Martin Tétrault, j'aimerais ça t'entendre. Bon, évidemment, il y a certainement du financement qui vient du CIS, qui vient donc du ministère, avec les groupes qui sont sur le terrain en hébergement. Mais c'est pas que du financement. Là. Vous êtes aussi accompagnateur, j'imagine, quand on parle du filet de sécurité sociale, des services de proximité, tout ça. Oui. Sur le plan, je vais essayer de bien répondre à... Il me semble qu'il y avait 2-3 questions. Ben je vais prendre le bouquet. Là. En fait, au niveau du financement, on en parlait, moi puis Gilles, tantôt, parce que c'est vrai, il y en avait beaucoup à Montréal, Québec. On n'est pas en train de faire un classement. L'itinérance se monter partout. On est autour de 8 millions du côté de Longueuil. Donc, c'est pas juste la Montérégie, mais de Longueuil. Autour, hein, Gilles? Oui. Parce que là, on met l'argent des villes, l'argent des CIS, l'argent des fondations. Centrale est bien impliquée aussi avec nous. Là. Fait que, on remonte à pas si longtemps que ça. On avait 2 millions pour Longueuil. Là, fait qu'on est tombé à 8. Oui, ça, c'est le plan d'action en itinérance. Oui, quand même. Quand même, mais il y a quand même... On va y aller positivement. Là. On avance. On est à 2 millions. Mais il en manque. Oui. Ben, c'est une bande déroulante. Hein, les besoins sont explosent. importants. Puis, bien sûr, c'est ça, ça explose. Puis on voit, là, on parlait de problématiques de toxico, problématiques de santé mentale, mais le troisième, c'est le revenu. Ça veut quand même dire que l'itinérance a plusieurs facettes. C'est pas juste santé mentale ou itinérance. On voit que, ou santé mentale ou dépendance. On voit d'autres problématiques, des gens qui arrivent sur le territoire pour lesquels le logement n'a pas toujours été prévu. Puis pour l'autre volet de ta question, oui, on a des équipes qui font de l'accompagnement. En fait, dans ce que Sophie a nommé au niveau de la maison de chez Lise, il y a les premiers, tu l'as nommé, Isabelle, là, les premiers épisodes psychotiques. Il y a des équipes d'accompagnement du CIS, parce que ce qu'on veut, c'est un accès pour ces populations-là, entre autres au service d'un psychiatre. On veut développer aussi de la médecine, parce que c'est pas les gens... Je sais que tu étais à Charlemagne à une époque, mais c'est pas les clientèles qui vont aller fréquenter l'hôpital ou les CLSC. Donc, ce qu'ils sont en train de nous dire, c'est rendez-vous à nous. Puis nous, ben moi, je dis oui à ça. Fait qu'on développe deux équipes, donc des médecins qui vont être à l'abri de la Rive-Sud, et la même chose du côté de Pierre à la halte du coin, pour offrir des soins. Santé mentale, oui, mais des soins de santé physique, des soins de plaies, des soins divers. Des fois, c'est de la médication qui n'a pas été prise. Fait que oui, on est sur le terrain pour être capable de compléter le travail qui se fait. Des fois, on est en locomotive, puis des fois, on est davantage en wagon, mais vraiment, on s'ajuste. Un peu comme Catherine disait, là, on est toujours en ajustement sur le besoin, là. Oui. Quand on regarde de façon plus macro tout le débat sur la situation de l'itinérance au Québec, souvent on va entendre dire, bon, il y a une cause d'effet direct avec la crise du logement. Ça, à une époque, on n'entendait pas parler de ça. Hein? Tu sais, les gens n'ont pas de logement, donc ils se retrouvent dans la rue. Moi, je me rappelle, quand j'ai commencé dans le mouvement syndical, la notion d'un travailleur pauvre, ça n'existait pas. Là. Pour nous, la pauvreté, c'était quelqu'un qui avait des problématiques d'intégration puis qui était sur l'aide sociale. Maintenant, on sait très bien que des travailleurs pauvres, ça existe. Il y a des gens qui vont dans les banques alimentaires. Il existe même des travailleurs pauvres syndiqués. Là. Fait qu'il y a peut-être un bout. C'est plein dans nos organisations. Oui, exactement. Tu peux demander à Pierre combien de personnes travaillent qui vont dans les hébergements aussi. Voilà. Oui, en passant, il y a des travailleurs dans les ressources d'hébergement d'urgence. Il y a des travailleurs qui dorment dans leur voiture à Longueuil en 2025. Là. Tout à fait. Oui. C'est là que je voulais vous amener. Parce que le profil a changé, là, nettement. Ah bien, toutes sortes de réalités. Mais oui, effectivement, il y a des travailleurs, des gens, des couvreurs, des travailleurs saisonniers, des gens qui travaillent dans le paysagement. Il y a des travailleurs pauvres, effectivement, qui viennent. Là. Il y a toutes les addictions. Il y a les gens qui ont des addictions, mais il ne faut pas toujours se ramener sur
les gens qui sont plus en situation chronique parce qu'ils sont une fraction. Mm-hmm. Il y a des gens, là, moi, je pars en vacances une semaine, je reviens, je reconnais pas les gens, puis je vois des personnes âgées, je vois des gens différents, puis je demande aux intervenants, mais c'est qui? Qu'est-ce qu'il fait ici? Il n'y a personne qui est à l'abri d'une bad luck. Absolument. Dans la vie, une séparation, un contexte qui fait en sorte qu'on perd... on perd beaucoup en peu de temps, puis on ne sait pas comment s'en sortir. Heureusement qu'il y a ces ressources-là qui existent, mais oui, c'est des situations qu'on si je peux me permettre, les gens ressentent énormément de honte aussi dans ces situations-là. Le travailleur qui dort dans sa voiture, là, il ne s'en va pas se vanter à ses collègues. Là. Non. Alors que c'est pas individuellement la cause. Là. Bien souvent, là, l'addiction, la santé mentale, c'est l'œuf ou la poule. Là. Qu'est-ce qui vient avant, qu'est-ce qui vient après? Exact, Moi, je vous garantis que si vous vous retrouvez sans abri du jour au lendemain, mon niveau d'anxiété va en prendre un coup, puis probablement que je vais essayer de m'auto-médicamenter, puis là, un va entraîner l'autre. C'est vraiment la rupture des filets sociaux, des liens sociaux autour de la personne qui fait en sorte que c'est beaucoup plus vite qu'avant de tomber. Puis pour en ressortir, c'est extrêmement compliqué. Mm-hmm. On travaille fort au niveau, chez nous, entre autres, des jeunes. OK, l'autonomie, apprendre à tout ça. OK, le jeune, il est prêt là, pour aller en logement. Il a un emploi, il travaille à temps plein. Il n'y a pas de logement. C'est pas possible, il n'y a pas de logement. Ou il y a un logement, mais à 1200 $. Ou complètement insalubre. Ou avec des... Oui, c'est ça. Donc, il y a quelque chose qu'il faut qu'on se pose aussi comme société, mais qu'est-ce qu'on veut comme société? Là? Parce que c'est pas une somme de problèmes individuels. On parle de... Qu'est-ce qu'on veut prioriser? Je sais que vous avez abordé le logement dernièrement dans une autre émission, mais en faisant du logement un bien qui est pour faire des profits, plutôt qu'un bien essentiel, mais c'est ça qu'on se prépare comme société demain, puis ça ira pas en s'améliorant. Il faut vraiment avoir un virage à 180 dans ce qu'on veut, puis ce qu'on met en place autour, oui, des gens qui se rendent à l'itinérance, mais des gens qui essaient d'en sortir aussi. On est en déficit de façon assez importante. Oui, vas-y. Il y a une belle initiative avec l'Office de participation publique de Longueuil qui a été initiée par la Ville de Longueuil, qui donne la parole aux gens en situation d'itinérance. Et on l'a fait, il y a eu des rencontres chez nous, puis on a commencé à parler de cohabitation, puis de vivre ensemble. Et moi, je vous dis ce que les gens en situation d'itinérance attendent, c'est bonjour. Ils veulent qu'on leur dise bonjour. Ils veulent qu'on les salue. On veut qu'on les regarde. On veut qu'on leur sourie. Être vu, ça appelle à notre humanité, en fait. Et puis c'est ce qu'ils veulent vous dire aussi. Oui, tout à fait. C'est ce qu'ils veulent vous dire. Je lisais justement dans le document là, qui présentait le plan de lutte à l'itinérance, le concept même de redéfinir la citoyenneté. C'est quand même assez fascinant, hein? Au sens où un citoyen et une citoyenne, c'est aussi celui qui se promène sur la rue Saint-Charles le soir, quand tu es assis au resto, puis qui est en bédaine, là, et qui crie. Puis là, c'est sûr que tout le monde est mal à l'aise. Là. Si les gens n'ont pas voulu réagir, Catherine le disait tantôt, il y a un malaise. Mais c'est effectivement d'accepter que c'est une réalité avec laquelle on doit composer. Et que ces gens-là ont des droits. C'est la différence d'approche. Puis pour nous, c'était essentiel d'inscrire la citoyenneté des personnes en situation d'itinérance, qu'on se force à nommer des citoyens en situation d'itinérance pour ramener à cette dimension-là de droits humains qui devraient être inhérentes à toutes les approches d'intervention en matière d'itinérance. Oui, tout à fait. J'avais fait une crise. J'avais fait une entrevue sur la crise du logement. Moi, ça m'arrive des fois de faire des crises ou des questions qui me choquent, mais bon. Mais et Marie-Claire Metlard m'avait dit, quand il y a eu la crise du chemin Roxham, hein, donc, bon, puis je veux pas faire le débat sur l'immigration, puis l'immigration légale, illégale, mais elle me disait qu'à Longueuil, il y avait beaucoup de personnes migrantes qui sont venues s'installer. Tu faisais référence là, au logement insalubre, puis on sait déjà où, à peu près, quand on connaît Longueuil, les compagnies à numéros qui sont propriétaires des gros blocs appartements avec 2, 3, 4 familles qui vivent dans le même logement. Est-ce qu'on le voit, ça, dans vos ressources, la présence ou une manifestation plus importante de personnes issues de l'immigration qui sont en situation d'itinérance? C'est bien présent. C'est bien présent. C'est présent, mais je pense que la réalité est davantage celle que tu nommes. Les familles qui débarquent vont se mettre en groupe. C'est pas tant une désaffiliation de la société, comme on peut peut-être plus voir dans certaines situations d'itinérance. Ça va être vraiment de la survie. Là, fait que les gens vont avoir des moyens de s'organiser. Ils ne seront pas en état de désorganisation, mais ils vont se dire, OK, on va se mettre 3-4 familles ensemble dans un 4-5,5. Ça n'a pas de bon sens. C'est dangereux pour la santé même d'être aussi nombreux dans un logement qui est d'ailleurs
pas en bonne condition. Ça, c'est des situations auxquelles on fait face. D'ailleurs, la Ville appuie le développement d'un projet avec la Maison internationale de la Rive-Sud, un projet de 30 unités de logement social pour des personnes en statut précaire, migratoire. Donc, ça, écoute, c'est juste 30 unités, j'en suis consciente, mais ça peut, évidemment, faut partir à quelque part, puis ça peut aider à soulager une partie de ce phénomène-là. Ça va être du logement très temporaire là, pour permettre de partir. Pierre Rousseau, qui est directeur général de la Halle du Coin, parce qu'on m'a dit qu'il faut renommer à la radio tout le temps, avec qui on est sur cette question-là de l'immigration et des ressources d'hébergement. Ben, je voulais plutôt revenir sur le dernier point, là, avec la personne qui n'a pas de chandail, qui crie, de tout ça. Là. On fait beaucoup d'efforts, tout le monde a fait beaucoup d'efforts pour dire aux gens, à nos usagers, les gens nous regardent. Les gens nous regardent. Il faut travailler. Ils ne sont pas toujours champions des habiletés sociales, puis tout ça, puis ils peuvent être dérangés, mais on les sensibilise beaucoup sur leur comportement. Moi, je leur dis, la Halle, c'est pas une île du Pacifique. Là. On vit là, juste au coin Curie-Poirier puis Chambly. Puis les gens nous regardent. Mais c'est sûr que quand tu combats une coupe de démons, ce que le monde pense en te regardant, ça peut devenir secondaire, mais ça ne l'est pas pour nous. Ça ne l'est pas parce qu'ils doivent s'intégrer pour avoir des comportements dignes le plus qu'il est possible de le faire. Tout à fait. Gabrielle Bayard, qui est journaliste au 103.3, qui est allée sur le terrain. Tu as parlé avec des intervenantes aussi. Oui, qui t'ont soulevé la question des femmes et de l'itinérance, je pense. Oui, exactement. Les femmes en itinérance, selon les 2 intervenantes avec qui j'ai parlé, c'est des intervenantes qui font partie des groupes de Macadam Sud qui va être là un peu plus tard et de la Halle du Coin. Le fait qui a été relevé, c'est que dans cette démographique-là, c'est beaucoup plus caché. Comme on en parlait un peu plus tantôt, les femmes ont une fierté, selon ces 2 intervenantes-là, qui fait en sorte qu'ils ne vont pas nécessairement chercher les services parce qu'ils n'ont pas envie de se montrer nécessairement dans de se rattacher à ces groupes-là nécessairement. Et c'est quelque chose qui expliquait, puis que c'est un enjeu qui est assez important dans le sens où il y a des services, mais il faut essayer d'aller chercher ces personnes-là. Puis c'est une question qu'il faut poser, ça. Comment on fait pour aller chercher des personnes qui peuvent avoir honte de leur situation? Des femmes avec des enfants, ça arrive? Oui, ça arrive, mais c'est compliqué dans ce temps-là. Ça rejoint peut-être là, cette espèce d'hésitation à vouloir... Si une femme avec des enfants, généralement, ça va peut-être être plus du côté des maisons d'hébergement pour femmes. Oui. C'est sûr que souvent, ce que les femmes vont demander, c'est qu'il y a des ressources spécialisées là, pour elles parce qu'elles ne se sentent pas nécessairement en sécurité dans un refuge où 90% et plus des usagers sont des hommes, puis on peut les comprendre. Dans les campements, un peu la même dynamique. Il y a une vulnérabilité accrue, qu'on le veuille ou pas, des femmes, puis ça nous force je pense en tout cas, à être certain que notre approche couvre tous les angles. Il y a la question des femmes, il y a d'autres populations aussi. Il y a des initiatives. Il y a une initiative. C'est très modeste, tu as raison. Je sais qu'il y en a, mais ça faisait comme... C'est important qu'il y en ait, c'est ça mon point, parce qu'on ne peut pas penser que c'est la même méthode d'intervention. Mais le Allô, Martin, ça fait... 6 mois que ça existe. Tant mieux. Fait que là, il y a l'entre-deux. Oui, il y a l'entre-deux, mais spécifiquement l'itinérance, urgence, on n'avait pas. Là, vous ne parlez pas en même temps, vous savez que les auditeurs n'entendent rien quand on parle. Parce qu'on est emballé. Vas-y, Gilles. Oui. On est content parce que ça fait 6 ans qu'on se battait, plus que ça, je pense 10 ans. Puis on a eu un certain financement avec la Maison de la Paix qui ont développé... Qu'est-ce que la Maison de la Paix? Un organisme pour les femmes. Puis hébergement pour les femmes en itinérance d'urgence. Parce que malheureusement, comme Catherine, elle disait, puis comme ton journaliste disait, ils vont pas dans nos ressources pour hommes. Ils veulent pas aller dans les ressources pour hommes. Puis en ayant des organismes spécifiques pour les femmes, on a vu la différence. Puis malheureusement, comme toutes les ressources, le Allô est plein. Présentement, tout le temps. Comme l'ensemble des ressources sont pleines. Même si on a augmenté notre capacité, l'ensemble des ressources sont encore pleines. On parle d'itinérance, on a parlé d'hébergement, on va parler de la rue aussi. On a quelqu'un qui va se joindre à nous après la pause, Julien Perrault, qui est directeur de Macadam Sud. Vous restez tous et toutes avec nous pour poursuivre cette passionnante discussion. Et on revient après la pause. On est de retour à Franchement les Tourneaux pour la dernière partie de notre émission spéciale sur la lutte à l'itinérance. Alors, on a eu pas mal de monde. Je rappelle rapidement qui est avec nous en studio. Catherine Fournier, qui est mairesse de Longueuil. On a Pierre Rousseau, qui est directeur général d'hébergement urgence. Martin Tétrault, qui est directeur des programmes santé mentale 6 de la Montérégie Centre. Il y a Isabelle Lindsay, qui est directrice d'hébergement jeunesse. Il y a aussi Sophie Noreau, qui est chambre chez Lise.
qui est intervenu un peu plus tôt. Puis il y en a un petit nouveau qui vient de se joindre, Julien Perrault, qui est directeur de travail de rue. Salut, Julien. Bonjour. Avant de te donner la parole, on va écouter, parce que notre journaliste a fait, Gabriel, une entrevue avec une personne en situation d'itinérance qui s'en est sortie. Oui, exactement. J'ai parlé à Gabriel Lavoie dans une bibliothèque. OK, ici à Longueuil, bien sûr. Oui, exactement, sur Curie-Poirier. Puis on a discuté un peu de sa situation, son historique, quel service il a pu utiliser, comment ça s'est passé, son temps dans la rue, puis finalement, comment il s'en est sorti, puis qu'est-ce qu'il voit pour le futur. On peut écouter ça. Gabriel, comment est-ce que tu t'es retrouvé dans la rue? À la suite de mauvais choix, et dû à la maladie aussi de la schizophrénie. Donc, mes mauvais choix m'ont mené, ma maladie m'ont mené à avoir cet épisode-là dans la rue. La rue, ça a duré pratiquement 1 an. Jusqu'à temps que j'aille à l'hôpital, rentrer à l'hôpital pour que je rencontre ma future coloc à l'époque. On parle de 2008. Au début, quand je suis arrivé, le lendemain, quand je suis rentré dans une mission au Bury, j'étais emballé, j'étais à Montréal, j'étais content. Mais avec le temps, quand tu commences à connaître la réalité, marcher toute la journée, aller voler ma bière, cette réalité-là nous rattrape. Ce qui fait que ça devient très négatif. C'est pas nécessairement juste négatif. Là. Comme dans tout, il y a des bons côtés des choses. Par contre, c'est difficile, très difficile d'être à la rue. Qu'est-ce qui t'a motivé à te sortir de cette situation-là? Bien, j'étais plus capable. Là. Premièrement, je rêvais d'avoir une place où dormir. Donc, là, quand j'ai rencontré ma coloc, ma future coloc qui a duré 5 ans, là, j'avais une opportunité de me sortir de la rue. C'était de rentrer à l'hôpital. Malade ou pas, là, c'était pas important. Je me déclarais malade à l'hôpital. Ils m'ont pris. C'est là que j'ai rencontré la fameuse coloc. Tu as trouvé des services ou des organismes qui t'ont aidé dans ce processus? Oui, beaucoup. Premièrement, Old Bury, la Maison du Père, puis Welcome Hall, la mission Bon Accueil en français. Et l'itinéraire, j'ai été manger une couple de fois là, qui m'ont beaucoup aidé. Je faisais un programme du gouvernement à l'époque avec eux autres, qui donnait une rémunération de plus, mais il fallait que je participe à leur programme d'une 20aine d'heures semaine. J'ai vécu bien des affaires depuis pour arriver à ce que je suis aujourd'hui. Là. Moi, je suis passé d'un gars qui était malade, là, la schizophrénie, qui se lavait même pas. Là, je suis en train de devenir journaliste, photojournaliste. On peut s'en sortir, peu importe la déchéance dans laquelle on est. Moi, j'ai consommé pendant 30 ans, donc j'ai décidé d'arrêter. C'est possible de s'en sortir et même de changer complètement de vie. Et il y a des personnes qui peuvent en témoigner. Les camelots, l'itinéraire peuvent en témoigner. Moi, j'en témoigne. Alors, Julien Perrault, directeur Travail de rue Macadam-Sud, ce qu'on vient d'entendre comme témoignage, tu as déjà entendu ça, mais en amont, avant d'entendre un témoignage de celui qui s'en sort, il y a des gens qui sont vraiment en crise. Ben oui, absolument. Il y a des gens qui sont en crise. Je pense que ça résume bien le portrait de beaucoup de gens. Maintenant, je pense que vous l'avez dit plus tôt dans les entrevues où il y a plusieurs réalités. Donc, ça, c'en est une parmi tant d'autres. Maintenant, je vous dirais que c'est bien, mais ça, c'est un beau success story, mais c'est pas nécessairement ce qu'on va viser. Ce qu'on veut, c'est vraiment que la personne reprenne du pouvoir sur sa vie au rythme. Je pense qu'on l'a bien entendu quand il parlait. Ça a été une grosse année, ça a été long. Puis quand il a été prêt, quand lui a ressenti que c'était le bon moment, c'est là qu'il a fait les moves. Donc, nous, à travers cette année-là, c'est un peu ça le rôle qu'on se donne, c'est d'être présent dans la rue, de les accompagner. Que ça soit dans les campements, que ça soit dans le couchsurfing, que vous nommiez, on va directement chez les gens, on va directement sur le terrain. Macadam-Sud, vous êtes sa première ligne. Voilà, on est carrément. Voilà, exactement. On est en travail de rue. On parlait des équipes de proximité du 6 aussi, sont pas mal en première ligne aussi, je vous dirais. Donc, on est là avec les gens, puis nous, on est beaucoup un bottin de référence pour eux. On va les accompagner dans leur démarche, on va être un soutien moral. Donc, tous les organismes qui sont ici sont des organismes avec qui on fait affaire, vers chez qui on réfère. Donc, nous, notre rôle est vraiment d'être un pivot, d'être un agent de relation un peu avec les organisations, autant communautaires que les institutions aussi, parce qu'il y en a beaucoup qui sont freinés. Ça aussi, ça a été nommé d'aller en institution, donc les accompagner là-dedans à leur rythme. On l'a entendu, le témoignage. Quand j'étais prête, il fallait que je rentre à l'hôpital et tout ça. Donc, on est là et on l'accompagne. Et il y a des rechutes à travers ces processus-là, que ce soit de la consommation, la santé mentale. Mais on les accompagne à leur rythme et on reste présent pour eux. Mais Julien, explique-moi, mettons, comment ça fonctionne. Vous avez un téléphone. Il y a eu un ou des cas au métro Longueuil récemment. Là. Je pense même dans le Devoir, il y a eu un papier d'un jeune couple dont une est enceinte. Bon. Alors, il y a, mettons, des résidents qui habitent pas loin. Ils vous appellent, ils disent « Hey, il y a une situation... à telle place X, et puis là, vous intervenez? Bien, en général, on est
présents. Peu OK. importe la situation. OK, vous êtes là. Donc, vous n'êtes pas dans vos bureaux, vous autres. Vous êtes sur le terrain. C'est pas l'objectif, effectivement. On essaie d'être sur le terrain. Donc, le métro, qui est un des spots qu'on fait de façon régulière. Donc, on essaie d'être connu et reconnu à travers le temps. Donc, on ne se présente pas nécessairement sur appel. L'équipe réseau est beaucoup plus présente pour des crises comme ça parce que nous, sécuritairement, je ne peux pas aller faire une intervention physique si quelqu'un est en psychose et tout ça. Je peux essayer d'aller créer le lien si la personne me répond, peu importe ce qu'elle répondra, parce que des fois, c'est pas très positif. La personne, elle a envie d'avoir la paix, elle veut pas nécessairement d'intervention. Là. Si moi, je me fais interpeller dans la rue, que je vais pas bien, me dire « Hey, as-tu besoin d'aide? » Ça se peut que j'en ai pas envie à ce moment-là. Je sais pas t'es qui. Donc, il faut vraiment prendre les gens au moment où ils sont. Après ça, assurément, on reste présent, on offre des services, on va offrir de la nourriture, des choses qu'on a dans notre sac, des dépannages, ce genre de choses-là. On va les référer vers des ressources pour l'hébergement. On va les référer vers chez nous parce qu'on a aussi un centre de jour, on a nos plateaux de travail. Pierre qui en parlait au niveau, je pense, plutôt de comment on peut, dans le fond, les remettre tranquillement dans la roue. Donc, nous, à Tapage, qui est un de nos volets, on offre des plateaux de travail. Il y en a pour les 35 ans et plus. Donc, ils viennent faire 2 heures, ils travaillent. Donc, reprennent tranquillement le beat du travail. Okay. Évidemment, c'est pas la première étape, la réinsertion. Mais ça fait partie du mot que Martin ne veut pas nommer. Donc, tu n'es pas juste en urgence dans l'immédiat par rapport à une situation, mais tu es aussi dans une perspective d'accompagnement vers les ressources. Puis quand tu soulèves la question du travail, c'est intéressant. Là, parce que c'est quoi, des ateliers? C'est des plateaux de travail, dont la Ville en fournit quelques-uns d'ailleurs. Donc, ils se présentent. En ce moment, c'est beaucoup de l'entretien. Donc, on va autour du métro faire du ménage, ces choses-là, avec les gens. Donc, les gens appellent, prennent rendez-vous et ils ont une paye. C'est un travail. OK, ça se traduit comment, ça, Catherine, à la Ville? Quand on parle d'un plateau de travail? On travaille justement en collaboration avec des organismes comme Macadam, qui est vraiment un partenaire. Ils deviennent du col bleu ou col blanc? Non, c'est vraiment à la journée, là, de ce que je comprends. Donc, on va au rythme, mais tant mieux. Ça répond à certains besoins. Ça aide des deux côtés. Oh oui, tout à fait. Mais il y a des ententes. Il y a un cadre. Là, voilà. Alors, j'avais bien compris qu'ils ne devenaient pas nécessairement col bleu, col blanc. Ils sont pas syndiqués, Jacques. J'ai pas parlé de syndicat, là. Non, mais donc, on est vraiment dans une intervention de première ligne avec différentes facettes et qui peut mener effectivement vers de l'hébergement, que ce soit temporaire ou un peu plus permanent. Là, je veux relancer Catherine là-dessus. On est sur le terrain, on est sur la rue. L'actualité a quand même fait état l'année dernière de campements qu'il a fallu intervenir à un moment donné dans des situations qui sont plus complexes, là, parce que des campements sont installés à côté de gens qui vivent dans un quartier. Il y a des citoyens qui se plaignent, c'est sûr, qui appellent, qui n'aiment pas ça. Bon, on peut imaginer le scénario. Comment on gère ça, une situation comme celle-là, Catherine, quand on doit, au final, amener les policiers à intervenir, puis après ça, relocaliser les gens? C'est pas évident. On ne se fera pas de cachette. Là. Je pense que la question des campements à la grandeur du Québec et même de l'Amérique du Nord et au-delà, là, honnêtement, moi, j'ai la chance de faire partie d'une cohorte de maires et mairesses à l'international, puis je dirais que l'itinérance, les campements, c'est sur les lèvres de tout le monde. Tous les maires et mairesses se demandent quoi faire, comment intervenir, quelles sont les meilleures pratiques. Heureusement, on commence à en bâtir certaines, mais c'est très délicat là, pour la cohabitation sociale parce que, comme je le disais un petit peu plus tôt, la Ville de Longueuil est foncièrement convaincue qu'on doit agir dans une approche de droits humains, mais on ne peut pas nier aussi qu'il y a un droit au sentiment de sécurité aussi des résidents qui sont logés. Fait qu'il faut trouver, faut manœuvrer autour de ça. Je dirais qu'à Longueuil, on est quand même chanceux, je vais le dire. On a une cohésion sociale qui est forte. Fait que, oui, il y a des gens qui se plaignent, si je peux utiliser les mots que tu as nommés, mais en général, les gens sont très compréhensifs. C'est assez... la tolérance est là. Je trouve que le niveau de tolérance est quand même élevé là, chez nous. Là, quand on compare à d'autres milieux, je touche du bois, c'est une bonne chose, mais justement, c'est précieux, cette cohésion sociale-là. Fait qu'il faut faire attention, il faut garder un point d'équilibre qui fait en sorte qu'on n'ait pas ce retour là, du balancier, un backlash en bon français. Donc, nous, on a décidé d'agir dans l'approche de droit. Faut savoir qu'au Québec, il n'y a aucune cour de justice qui s'est prononcée sur la question des démantèlements des campements de citoyens en situation d'itinérance. Par contre, d'autres tribunaux canadiens l'ont fait. Donc, c'est certain que les tribunaux québécois risquent d'être influencés par la jurisprudence canadienne parce que, bon, il y a l'article 7 de la Charte des droits et libertés canadienne qui pourrait être compromis lorsqu'on procède à un démantèlement sans obtenir un ordre du tribunal, sans
avoir une option, une alternative viable pour la personne qui subit ce démantèlement de campement. Donc, nous, on a décidé d'agir dans une approche de tolérance, d'encadrement. Il y a quand même les équipes de proximité de Macadam qui sont vraiment sur le terrain. Réseau aussi, il y a des visites régulières. Nos équipes de sécurité incendie aussi, on s'assure que les gens sont en sécurité. L'an dernier, ce qui est arrivé au campement Bourassa, pour ne pas le nommer, à côté de l'ancienne halle du coin, c'était beaucoup de tentes qui s'étaient accumulées au fil du temps. Je pense qu'un nombre de cette ampleur-là pose des questionnements. Je pense que les organismes communautaires sont engagés dans une réflexion avec la Ville sur un protocole plus clair de gestion des campements, mais on ne pense pas qu'un nombre aussi important de campements autogérés soit nécessairement la meilleure solution. Puis là, il y avait vraiment un enjeu d'atteinte à la sécurité. Puis dans ces cas-là, la jurisprudence nous permet d'intervenir, mais on n'est pas dans un mode on s'en vient, on détruit tout, on vous enlève, partez. Il y a vraiment eu un accompagnement plusieurs jours auparavant des personnes. Ils ont eu des informations sur les ressources disponibles. On a voulu en accompagner un maximum vers justement les ressources. Vous n'avez pas ouvert même une ressource du côté de la Ville, de mémoire, je sais pas. C'était à l'époque avec la halle du coin, dans le temps de la pandémie, mais maintenant, c'est un organisme qui fonctionne de ses propres ailes, mais on les a accompagnés pour leur relocalisation, étant donné que c'était une bonne nouvelle. Il y avait un chantier de construction qui débutait pour des logements sociaux spécifiquement destinés aux personnes en transition de sortie de l'itinérance. Mais donc, bon, ça, c'était une situation qui était complexe, mais on a même travaillé avec d'autres partenaires. Là. Il y a des navettes qui ont été fournies, il y a des gens qui ont pu aller se relocaliser dans des ressources aussi à la prairie, ailleurs. Donc, on a adopté une approche quand même humaine à travers quelque chose qui n'est pas évident, qui n'est pas facile, puis qu'on n'avait pas envie de faire, mais là, on était en train d'avoir un plus gros problème. Puis comme je disais, de peut-être venir titiller ce fameux point d'équilibre qui ferait en sorte qu'on aurait eu une réaction citoyenne importante, mais aussi vraiment les gens qui y vivaient, là, puis les résidents autour, il y avait des enjeux de sécurité. Ça collabore bien avec la police, les groupes? Oui, absolument. Mais juste un coup de chapeau à la Ville et aux partenaires. Un coup de chapeau à la Ville et aux partenaires qui ont travaillé. On était, nous, à la halle du coin, aux premières loges à l'église, hein? Puis ça s'est fait vraiment dans le respect, puis dans l'insistance polie, quotidienne de « va falloir bouger Ouais. ». Et ça a été tout en douceur, puis ça, c'est traiter les gens humainement. Fait que ça, c'est un beau travail que je salue. Vous me demandiez quoi? Vous avez une question? La collaboration avec la police. Ah, mon Dieu. Oui, moi, je me permettrais, si je peux saisir l'occasion, parce qu'à la Maison Shelley, c'est quand même connu là, qu'on générait, je pense qu'on était le plus gros générateur d'appels au 911 par le passé. Puis, dans le fond, avec l'avenue des policiers réseau, chez nous, ça a été le jour et la nuit, là, je veux dire. Puis, c'est cette approche-là communautaire puis humaine. Tu sais, nous, avant, les policiers venaient, puis, je veux dire, ils se faisaient insulter littéralement. Maintenant, quand Agent... Ah oui, il y a une époque où c'était... Mais maintenant, quand Agent de Vandale arrive, puis stationne dans le cours, tout le monde est après elle, puis ça l'a instauré, ils veulent tout y partager, là, leurs bonnes nouvelles, là, c'est vraiment le lien a beaucoup changé, puis ça l'a instauré aussi que toutes les approches policières là, du SPAL, là, en tout cas chez nous, c'est toujours dans le respect. Là, en 4 ans et demi, là, j'ai jamais vu aucun débordement. Les agents de police, je pense que ça a été, c'est ça, un peu instauré par la vision de la Ville par rapport à ça, mais c'est sûr qu'ils viennent encore régulièrement. Je vous cacherai pas, là, mais on n'est pas dans la répression, puis on n'est pas dans c'est de l'accompagnement, en fait, là, comme moi, j'aurais jamais pensé voir là, dans mon... Ça a bien changé, ça a bien changé. Du côté du travail terrain, même chose? Oui, absolument, puis il faut reconnaître le travail de chacun. On a chacun notre rôle au niveau de la sécurité et tout ça. Pour moi, c'est important qu'ils fassent leur travail, qu'on fasse le nôtre et qu'on travaille en collaboration. Quand on a des situations, l'équipe réseau, qui a déjà été nommée quelques fois, est un soutien incroyable. Parce qu'il y a des gens, malgré toute notre bonne foi, l'aide, il y a des gens avec qui c'est difficile. Il y a quand même des situations de violence qui sont présentes dans chacune de nos organisations ici, où des fois, on n'a pas le choix de faire appel à eux. Et ils comprennent notre approche, ils comprennent les limites. Et on est loin de... Moi, ça fait 17 ans que je travaille à Longueuil. Puis, je me rappelle d'un épisode où la police était rentrée à l'abri, qui étaient nos voisins, avait cassé le bois d'un intervenant. Aïe, aïe, aïe. On n'est plus du tout là. Non. On n'est plus du tout là. Puis, je pense qu'on se voit sur les tables de concertation. On travaille tous ensemble. Puis, je pense que ça paraît. Puis, je veux pousser sur ce que Pierre a dit. Je pense que moi, j'étais président des travailleurs de rue du Québec, l'association.
Puis de voir comment à Longueuil, on se positionne, comment on agit, la collaboration qu'on a avec Héloïse et l'ensemble des acteurs de la ville. Honnêtement, je tiens à le souligner parce que c'est une des places où je trouve que de ce que je vois, où ça va le mieux, malgré les grandes difficultés de cet enjeu. Il nous reste peut-être une douzaine de minutes, OK? Puis j'aimerais ça vous entendre. Donc, vous allez avoir à peu près 2 minutes chaque. Mettons, là, qu'on a la possibilité de changer quelque chose de façon considérable, là, portante, là, mais une affaire, pas... Je sais bien qu'on peut en avoir 22, mais une qui pourrait percoler, effectivement, sur le terrain. Je vais commencer par le 6 Montérégie-Centre, là. De l'argent, des sous, des ressources, de l'ouverture à Québec. Qu'est-ce qu'on souhaite quand on est directeur de la santé mentale? Là, moi, j'ai le droit à une, mais là, tu en as déjà... c'est bon, ce que tu as nommé, garde-le pour la liste. Je dirais une consolidation de ce que je viens de nommer, c'est-à-dire du leadership au pluriel. Pour moi, ça m'a incluant la personne qui est en situation d'itinérance. Parce que là, on a parlé beaucoup des ressources, de la ville, du réseau de la santé, des partenaires communautaires, mais tu as aussi un citoyen qui a des choses à dire. C'est ce que je nous souhaiterais, là. Du côté de chez Lise? Bien, moi, c'est sûr que je veux un peu prêcher pour ma paroisse. Je pense que le modèle de maison de chambre peut faire toute la différence là, dans la lutte à l'itinérance parce que, dans le fond, ça devient un modèle d'hébergement accessible, facile, sans critères nécessairement d'exclusion, puis qui permet aussi, c'est une belle collaboration avec... La plupart des gens chez nous, moi, sont réaffiliés au réseau public. Là, ils sont tous connus d'une équipe quelconque. Fait que, c'est vraiment la croisée des chemins entre ce que peut offrir le privé, puis, dans le fond, les ressources déjà existantes, comme Macadam, nous autres, ils viennent chez nous 2 fois par semaine, puis 7 jours sur 7, les gens me demandent quand est-ce que le truck vient. Puis, tu sais, fait que ce modèle-là aussi de privé qui s'insère un peu dans le... Je pense que c'est... Puis, je suis un peu au courant là, des belles nouvelles qui s'en viennent là, par rapport peut-être aux maisons de chambre à Longueuil. Puis, c'est... Oui, sur la réglementation, ouais, là, c'est effectivement. extraordinaire. Chapeau à la ville. Tout à fait. Côté des jeunes, la jeunesse. Plus de prévention. On travaille fort avec les centres jeunesse pour les sorties de centres jeunesse, mais ça reste qu'il y a 1 jeune sur 3 qui a connu un placement qui va connaître un épisode d'itinérance. Pour moi, ça fait pas de sens. Donc, d'avoir le plus d'entraide possible au niveau des différents filets, que ce soit les écoles, les services de santé, pour un meilleur accès au logement puis une meilleure réintégration. Ça passe aussi par l'aspect professionnel, l'aspect retour à l'école avec des alternatives comme Tapage puis l'école de la rue. 1 sur 3? Oui. 1 sur 3 qui a été en centre jeunesse va connaître un épisode d'itinérance dans les 2 ans qui suivent sa sortie. Oui, puis on connaît la situation dans les centres jeunesse, hein? N'est-ce pas? On sait très bien que les enjeux sont énormes, les défis pour le personnel, les éducatrices, les éducateurs, travailleurs sociaux. C'est quelque chose d'assez considérable. Du côté de la halle du coin, y a-t-il du développement, plus de lits? Bien, on pense toujours à plus de lits, mais moi, je pense, nécessairement, oui, ça serait bien. Il faut garder des dimensions humaines aussi. On voudrait pas être trop grand, trop gros. Il faut garder des dimensions humaines. Et je suis content de parler avant Julien, parce que je suis sûr qu'elle aime voler l'idée. Il pourra la répéter, il va trouver d'autres choses. Il va faire du pouce là-dessus. Moi, tout le monde ici, quand on veut prendre une bière, un vin, du vin, maintenant, la marijuana est légalisée. On a tous un chez nous, pour ça. Mais les gens qui consomment, on travaille en réduction des méfaits. Alors, ils vont consommer. Puis s'ils arrivent, si c'est une addiction, ben ils vont la vaincre eux-mêmes, avec notre aide, parce qu'on fait de l'accompagnement, tout ça. Mais ils nous ramènent tranquillement dans quelque chose de bien organisé, bien planifié, en se servant des expériences d'ailleurs sur un endroit où les gens pourraient consommer. Parce que c'est un besoin, parce que ça dérangerait moins, puis ça gérerait... Vous savez, quand quelqu'un là, a besoin de prendre une bière à l'heure, là... On ne l'avait pas soulevé, ça, mais... On l'amène où, là? On ferme les yeux, puis pas il prend sa bière. Hein? Non, on ne l'amène pas à brasserie, il n'y a pas d'argent, puis... Fait que c'est une bière à l'heure. Fait que ça, c'est des réalités, tu sais. Fait mais quelque chose, je sais que ça peut choquer des gens qui nous entendent, mais si c'est bien préparé, puis on sert des expériences d'ailleurs, on peut faire de quoi de très bien. Ben, c'est la même chose, la consommation de drogue, là. Absolument, tout ça. C'est pas qu'on l'encourage, c'est pas, on n'est pas dans l'idée de donner du matériel par il va en chercher, mais on travaille en réduction des méfaits. Ouais, ça favoriserait beaucoup de choses. Tout à fait. Julien, du côté de Macadam Sud? Bien, il y a 3 belles initiatives qui ont été nommées. Je vais faire du pouce sur les 3. Je pense que le site de consommation supervisée qui a été nommé, c'est sûr que je travaille dans ce sens-là.
Maintenant, il y a un projet de loi 103 qui vient de tomber la semaine passée. Donc, on est en train de l'analyser, tout ça. Vas-y, le projet de loi 103. Ah, c'est très compliqué. C'est pour les sites de consommation supervisés. Okay. Dans le fond, toute la réglementation qui va être associée. C'est déposé à Québec, là? Oui, absolument, c'est déposé. Ce n'est pas encore passé, mais ça a été déposé. Bref, on est dans des représentations, assurément, en ce moment, avec une coalition, mais on est loin de l'avoir à Longueuil. Donc, c'est un sujet qui est prématuré, je vous dirais. Mais assurément que c'est quelque chose auquel on pense. Mais pour avoir été dans des groupes où on parlait du sujet de l'itinérance, et non pas de la problématique, hein, ces gens-là, c'est du soutien qu'on leur offre. C'est pas une problématique. Là. Je pense que ça, c'est important de changer l'angle avec lequel on regarde ça. Mais ce qui en ressortait, c'est que les maisons de chambre étaient probablement une des solutions les plus concrètes. C'est tout ce qui est le toit, tout ce qui est offrir un milieu à ces gens-là qui va être dans un prix raisonnable. On l'a déjà nommé, le prix des appartements partout au Québec, c'est un enjeu. Y avoir accès, c'est un peu partout, mais Longueuil, proximité de Montréal et tout ça, c'est un gros enjeu. Donc, de notre côté, ce que je souhaiterais, c'est qu'on ait plus besoin de travail de rue parce que les gens vont bien, que la société refuse l'itinérance. C'est pas la refuse d'avoir quelqu'un devant chez eux, refuse que ce phénomène-là existe et qu'on trouve des solutions à long terme à ces gens-là. Donc moi, je vais y aller. Mais c'est univers, là, je souhaite la fin du travail de rue parce que la fin de l'itinérance. T'es un éternel optimiste, c'est très bien. Mais malheureusement, il nous reste 5 minutes, c'est bon. Mais malheureusement, on risque avec l'augmentation des inégalités sociales et de tous les problèmes socio-économiques que nous connaissons, n'est-ce pas, assister malheureusement à une augmentation du phénomène de l'itinérance et non l'inverse. Catherine, il reste 3-4 minutes pour la ville. Moi aussi, je suis dans le camp des optimistes. Je pense qu'on a tout ce qu'il faut là, au Québec pour innover, on est une société justement avec une cohésion qui est quand même remarquable quand on se compare. On ne fait pas face à des phénomènes de très grande polarisation comme on peut voir ailleurs. Puis encore là, il faut en prendre soin, il faut faire attention parce que c'est fragile. Mais ça nous permet, je pense, d'agir, de se concerter. On est des exemples aussi en termes de concertation. Donc, je pense qu'on peut se doter des moyens. Si des villes comme Houston, aux États-Unis, sont arrivés à diminuer l'itinérance de 60 % en 10 ans. Je vois pas 60 % Houston. Sur 10 ans, il y en a encore beaucoup, mais c'est un pas incroyable quand même qu'ils ont réussi à franchir. On regarde souvent du côté des pays scandinaves. C'est sûr que je pourrais vous nommer la Finlande avec la politique d'itinérance zéro. Comme disait Julien, c'est le fait comme société de ne pas tolérer. Dans une société riche comme la nôtre, il ne devrait pas avoir des gens qui se retrouvent dans la rue sans ressources, sans soutien. On vaut plus que ça comme société. Puis je pense qu'on est capable d'y répondre, mais tout le monde doit faire partie de la solution. Tout le monde doit prendre les responsabilités qui lui sont propres, qui leur incombent. On en fait la démonstration, mais tout le monde doit jouer ce rôle-là pleinement. Puis je trouve que tout ce qui a été nommé, ça fait vraiment partie du continuum. Hein. L'itinérance, c'est un phénomène qui est complexe. Ça prend une diversité de moyens. Il y a les individus ont tous des besoins qui sont différents aussi. On n'a pas nommé des situations particulières comme les couples en situation d'itinérance et les gens qui ont des animaux. On a parlé de la consommation, mais donc il doit y avoir une diversité de réponses au phénomène de l'itinérance, puis évidemment, logement, mais pas juste le logement, ça prend on s'en va vers le 1er juillet, là. Le soutien communautaire, ça doit venir avec les solutions en logement, parce qu'autrement, c'est pas une sortie durable. Le logement social, on travaille fort là-dessus. Mais c'est ça, logement social, mais aussi maison de chambre, ça s'accompagne. La maison chez Lise, c'est des maisons de chambre, mais il y a du soutien aussi qui se fait, puis c'est important, c'est ce qui va permettre de sortir la tête de l'eau. On va convaincre le gouvernement du Québec qu'il faut revoir. Là, je reviens à l'entrevue du départ avec l'UMQ. Regardez, on a quand même eu un financement important à Longueuil là, pour des unités de logement en itinérance dans les dernières années. Puis c'est vrai qu'on dépose des projets qui sont pour des gens plus vulnérables comme l'itinérance. Les programmes sont ouverts en continu. C'est pas parfait. Mais on peut pas dire que rien s'est fait. On parlait des centres jeunesse tantôt. Dans le récent budget, il n'y a pas eu beaucoup de nouvelles sommes, mais il y a eu quelques sommes pour des programmes de supplément au loyer pour les jeunes, des centres jeunesse. Évidemment, ça en prendrait plus, mais il y a quand même des pas qui sont faits, puis je pense qu'on doit aussi les nommer. Catherine Fournier, mairesse de Longueuil, merci infiniment d'avoir participé à cette émission. Pierre Rousseau, directeur général de la Halte du Coin, merci infiniment. Martin Tétrault, 6 de la Montérégie Centre, merci infiniment.
Sophie Noreau, propriétaire de la chambre chez Lise. Ça fait plaisir. Merci d'avoir participé. Isabelle Lindsay, directrice de l'Entretemps. Merci. Hébergement jeunesse. Et enfin, notre ami Julien Perrault, directeur de Macadam Sud. Merci. Et je remercie notre journaliste. Évidemment, je ne l'oublierai pas pour les excellentes entrevues. Alors, c'est déjà tout pour Franchement les Tourneaux. Je vous remercie de votre participation. Aux auditeurs, auditrices, je vous laisse en bonne main avec notre ami Jean-Yves Lemay pour le reste de l'après-midi.